Raconte-moi autrement les OGM, une émission régulière, c'est le 22e de la série, réalisée par Radio Zinzine avec l'équipe d'InfoGM. Aujourd'hui, InfoGM en direct du studio de Radio Zinzine. Et bonjour Eric et Denis. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir que pour une fois on peut vraiment faire quelque chose. Ouais, on a fait déjà avec Denis qui habite pas loin de la radio, mais donc Eric Meunier et Denis Michaka, vous faites partie de l'équipe d'InfoGM. Il faut dire qu'on commence à vous connaître un peu sur nos ondes, mais c'est vraiment bien de pouvoir faire une émission peut-être légèrement moins préparé peut-être, mais parce qu'on a découvert depuis hier qu'Eric, tu étais en vacances dans le coin avec chez Denis, et donc voilà, fallait bien profiter de cette occasion-là pour faire une émission avec vous en direct. Bienvenue dans le studio. Merci. Donc je pense que ce serait bien de commencer, on a déjà fait ça un peu dans d'autres émissions, mais quand même de revenir un peu déjà sur qu'est-ce que c'est InfoGM. On parlera après des OGM, mais bon, il y a quand même une équipe qui existe et qui existe depuis un certain temps. Depuis quand de temps vous êtes peut-être vous-même, peut-être une petite présentation de vous-même, je ne sais pas s'il y a des aspects particuliers que vous suivez, etc. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, Eric. D'abord, qu'est-ce qu'InfoGM? InfoGM, c'est un projet collectif qui remonte à la fin des années 90. Il faut avoir en tête qu'à l'époque, le débat sur les OGM en France, en Europe, était déjà existant. Il y avait eu des actions contre des importations de soja par la Confédération paysanne, Greenpeace. Le monde politique avait déjà été saisi de la question, donc il y avait un semblant de potentiel débat public qui apparaissait sur des produits dont beaucoup d'acteurs pressentaient qu'ils allaient changer un peu la donne, parce que c'est la première fois qu'on parlait d'organismes dont le génome avait été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement en laboratoire par différentes techniques. Et donc il y a un collectif d'organisations et puis de citoyens qui ont été réunis autour de la table, d'une table, pour se dire finalement on demande un débat public, il nous faut de l'information. Or l'information dans les années 90, pour être caricatural, c'est principalement les multinationales et quelques journalistes évidemment qui l'avaient. Et il y a eu cette idée de créer une veille citoyenne d'information pour pouvoir suivre les actualités et produire les informations qui pourraient servir à tout un chacun pour se faire une opinion sur le sujet. Rapidement, InfoGM est devenu une veille citoyenne d'information critique. Pas le cas échéant, mais enfin le constat étant fait que toute information qui faisait la promotion des OGM était déjà largement relayée par des services de communication, les multinationales, des promoteurs d'OGM. Par contre, les informations qui relativisaient cette promotion, elles, étaient plus compliquées à avoir, d'où la naissance d'InfoGM en 1999. Oui, donc c'est important de comprendre que, parce qu'il y avait les faucheurs des OGM, enfin avec la Confédération paysanne, il y avait plein de mouvements un peu petit à petit, des militants, on pourrait dire, contre les OGM. Mais votre rôle, c'est vraiment ce veille, mais information dans un domaine qui est quand même ultra, en tout cas vu de l'extérieur, très compliqué. Et c'est ça, un peu ça qui est rigolo avec l'expérience d'InfoGM, on trouve en interne, c'est que nous aujourd'hui, alors au départ l'équipe d'InfoGM c'était une dizaine d'administrateurs et un salarié, Christophe Noisette en l'occurrence, qui est encore à InfoGM aujourd'hui, des administrateurs dont la plupart ont arrêté aujourd'hui. Il pouvait y avoir des agronomes, par exemple, il pouvait y avoir un ou deux scientifiques, mais il n'y avait aucune personne qui avait la compétence pour embrasser tous les domaines touchés par les OGM. Parce que quand on parle d'organismes génétiquement modifiés, on parle de problématiques
le rapport qu'on peut avoir à la science telle qu'elle est faite dans les laboratoires, par la recherche appliquée. On parle aussi de droit, on parle de questions éthiques, on parle de rapport à notre environnement, à la santé. On parle en gros quasiment de modèles de société. Donc c'est vrai que c'est complexe, et chacune des questions est complexe, mais finalement l'expérience interne à InfoGM montre que si on a le temps et si on n'a pas de peur d'y aller, c'est pas des questions qui sont inabordables, hein. Elles sont tout à fait compréhensibles, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, les multinationales ont un peu tiré la leçon du dossier OGM tel qu'on le connaissait avant, et elles se sont évertuées à le complexifier avec des changements de vocabulaire, avec des arguments très alambiqués, mais si on creuse un peu, derrière, c'est pas si compliqué à comprendre. Oui, je pense qu'on va évoquer plus tard les questions de sémantique, parce que c'est une question très importante, justement pour mieux se cacher ou transformer les mots, les descriptions, etc., pour un peu semer la confusion, enfin que c'est pas facile à suivre, etc. Mais toi tu étais tout à fait au début, non? Alors moi je suis arrivé en 2002, 3 années après la création d'InfoGM. Donc j'étais pas là au début, et puis moi je suis de formation scientifique en biologie. J'avais fait mon objection de conscience dans le monde associatif, donc c'est vrai que ma clé d'entrée à InfoGM elle est très personnelle, c'est pas une clé d'entrée de militants convaincus. Pour moi InfoGM c'était la jonction entre refaire du questionnement de la science et travailler dans le milieu associatif qui m'avait un peu pas émerveillé, le terme est fort, mais enfin en tout cas qui m'avait beaucoup plu par les dynamismes différents et puis cette capacité à questionner des choses qui peuvent paraître évidentes mais qui ne le sont pas forcément. Et donc toi tu fais partie de la rédaction, on pourrait dire, c'est ça? Enfin, moi je suis un des journalistes d'InfoGM, ouais, exactement. Un des rédacteurs. D'accord, ok. Et Denis, toi tu fais depuis combien d'années? Alors moi j'ai pas du tout le même historique qu'Eric, puisque je suis arrivé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Avec un parcours industriel en partie et une casquette brevet, propriété intellectuelle, parce que ça a été mon premier métier pendant 15 à 20 ans presque. Après je venais aussi du milieu associatif parce que j'ai travaillé quelques années chez Terre de Liens. Et je suis arrivé un petit peu par hasard chez InfoGM, j'ai rédigé quelques articles et puis voilà, ça s'est bien passé, j'y suis resté et il y avait ce besoin parce qu'il y avait cette question des brevets grandissante en Europe et je suis arrivé au bon moment parce qu'il fallait quelqu'un qui prenne ça à bras le corps, même si c'était déjà traité par InfoGM. Et donc je m'occupe essentiellement de cette question, je m'occupe aussi du volet semences et des questions qui touchent ce qu'on appelle la biopiraterie et puis les conventions qui ont été mises en place autour de ça, la convention de Nagoya, le protocole de Nagoya. Voilà, donc sans être vraiment juriste, j'ai cette petite casquette de juriste à InfoGM. Question très basique. Qu'est-ce que c'est donc un OGM, organisme génétiquement modifié, pour le différencier de ce que des paysans ils ont fait depuis des millénaires, sélectionner, faire avancer les qualités peut-être de leur culture, par fait des croisements, enfin, etc. Ça a toujours été une but claire et tout d'un coup quelque chose arrive qui est autre et qui représente un énorme changement, on pourrait dire aussi, un côté aussi industriel. Donc au début, comment c'est arrivé, parce qu'on parlera après, de l'évolution avec ce que certains appellent les nouvelles techniques, mais bon, c'est toujours un peu des OGM, mais vous le définissez comment? Je crois qu'il y a différentes réponses qu'on pourrait faire à la question de qu'est-ce qu'un OGM. La plus basique,
Si on est sur le volet biologie, où effectivement toute la question des semences ou autres, les OGM, ils arrivent à partir du moment où dans certains laboratoires qui font de la recherche appliquée, qui appartiennent à des multinationales, faut quand même le dire, c'est une réalité, à partir du moment où les techniciens de laboratoire ont vu qu'ils arrivaient à modifier le génome d'un organisme vivant en utilisant des techniques et qu'ils arrivaient à forcer un organisme vivant à acquérir une nouvelle ou des nouvelles caractéristiques, peu importe le niveau de maîtrise qu'ils avaient, ils sont partis là-dedans. Et c'est ça qu'a fait les premiers OGM, parce qu'au niveau commercial, certaines entreprises se sont dit, plutôt que de faire de la sélection comme on fait depuis le début du XXe siècle en termes de sélection industrielle, à faire des croisements entre variétés jusqu'à obtenir une variété qu'on souhaiterait avec une nouvelle caractéristique qu'on souhaiterait, en fait on va prendre la séquence génétique, une séquence génétique qui nous intéresse, qu'on a observée dans une bactérie, qu'on a observée dans une autre plante, et puis on va la mettre dans la plante qu'on veut commercialiser. La grande différence, j'ai envie de dire, avec la sélection paysanne, c'est que la sélection paysanne, elle s'appuyait et elle s'appuie encore sur une connaissance de l'environnement dans lequel les cultures ont lieu, une connaissance des semences avec lesquelles les paysans, les paysannes travaillent, et un étalement dans le temps qui est moins pressé. Une sorte de maîtrise aussi, non? De savoir-faire, ou avec les OGM plus tard. Oui, ou une capacité, en tout cas, de ce que moi j'ai compris, une capacité d'observation, de sélection, de paris faits, ça marche pas. La grande différence, c'est que le monde paysan, dans ses semences, son travail n'implique par ailleurs pas de propriété industrielle. Surtout pour les semences paysannes, il y a des échanges, on le sait. C'est un des cœurs du travail sur les semences paysannes, c'est de faire ces échanges, ces trocs, que ce soit échange de savoir-faire, échange de semences ou autre. Les multinationales, elles, quand elles ont modifié par transgénèse un organisme, une plante, un micro-organisme, plus rarement un animal, elle clame une propriété industrielle. Donc là, on est dans le domaine du brevet, on est dans le domaine du certificat d'obtention végétale. Donc c'est quand même une des différences. Et puis, c'est ce qui recoupe avec ce que tu viens de dire et avec le début, c'est que j'ai envie de dire, le monde paysan, les paysannes, les paysans font leur sélection en fonction de l'environnement dans lequel les cultures ont lieu. Les semenciers, alors petits moyens, je sais pas, mais les multinationales, elles disent on va forcer l'environnement à s'adapter aux cultures, aux monocultures qu'on veut faire. D'où, dans l'histoire de l'agriculture qu'on peut qualifier d'industrielle, le fait que des plantes aient pu être mises à être cultivées dans des endroits qui n'étaient pas faits pour ça, mais à force d'intrants chimiques, que ce soit des engrais ou que ce soit des fongicides, insecticides, herbicides, il y a l'environnement qui est forcé à ces cultures-là. Et ça, c'est quand même une deuxième différence assez fondamentale. Mais on a l'impression qu'il y a un truc assez général, pas que avec les OGM, mais on ne supporte pas, enfin les industriels, l'économie ne supporte pas les choses qui sont gratuites. Et là, je veux dire, les semences paysannes depuis des millénaires, c'est quelque chose qui est changé, peut-être parfois un peu vendu, mais au fond c'est gratuit, le processus est gratuit, et ça c'est, on a du mal à supporter ça. C'est même, on pourrait dire avec l'eau, il y a plein de domaines où on a introduit des commercialisations, quoi. Et puis l'autre question que je voulais poser, parce que tu n'as pas mentionné ça, il me semble, mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qui est assez incroyable et peut-être nouveau avec les OGM quand ça a commencé dans les années 90 par là, je sais pas quoi, c'est qu'on a importé des éléments qui viennent peut-être même pas de plantes, ça peut être même des poissons, enfin ils ont amené des trucs un peu n'importe où et des choses qui sont impensables, impossibles, mais complètement impossibles dans la nature, quoi. Ça c'est le principe de ce qu'on appelle la transgénèse, c'est-à-dire le fait d'insérer dans un génome une séquence d'un organisme, une séquence génétique qui vient d'un organisme
dont a priori rien ne laisse penser qu'ils pourraient s'intégrer ou se croiser l'un l'autre, que ce soit en provenance de micro-organismes dans des plantes, que ce soit... D'où le titre du célèbre livre d'Arnaud Apothécaire, fin 90-2000, du poisson dans les fraises, parce qu'effectivement, certains laboratoires ont pu vouloir insérer des séquences génétiques de poissons dans des fraises. Mais ça, je trouve qu'il y a un aspect derrière ça, j'allais dire pas mythologique, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le reflet de cette notion quasiment patriarcale, à savoir l'homme en tant qu'homme, pas l'humain, l'homme, peut faire ce qu'il veut avec la nature. Il est capable de tout. C'est des problématiques qu'on retrouve beaucoup dans les notions d'écoféminisme, c'est-à-dire comment l'homme, par son approche, parce qu'il se croit tout puissant, se dit en fait la nature n'est pas forcément un monde dans lequel je suis amené à vivre en harmonie. La nature est un monde que je vais pouvoir adapter à mes besoins. Et je crois que c'est la différence entre la sélection paysanne et les OGM, il y a beaucoup de ça. Les paysans, les paysannes sont... Pour beaucoup, leur approche est d'être un peu en harmonie avec la nature, de faire avec la nature, d'essayer d'y travailler. Les multinationales créent leurs organismes dans leurs laboratoires, qui sont quand même des laboratoires. Il n'y a qu'à voir un laboratoire en tant que tel. C'est très stérile, c'est très isolé du reste. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination extérieure ou par les techniciens de laboratoire avec de l'ADN, de l'ARN qui pourrait venir perturber. Donc il y a un côté très stérilisant dans la méthode même du travail de laboratoire qui isole de la nature. Donc il y a cette différence-là et qui effectivement amène à certains à concevoir que, quelque part, oui, le vivant tel qu'il est construit se résume à des séquences génétiques, et que ces séquences génétiques, c'est comme un jeu de Lego avec lequel on fait ce qu'on veut. Or, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Peut-être on parlera plus tard, mais ce qui a été frappant dans les 21, je crois, émissions qu'on a faites avec vous, enfin différentes personnes de votre équipe ou des administratrices ou administrateurs d'InfoGM, on a évoqué énormément de différents sujets, mais en fait, il y avait une émission qui m'a beaucoup marqué, c'était cette fameuse convergence nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et technologie, voilà, tout ce côté de transhumanisme en fait, et que ça vient un peu où les OGM, ils ont leur part dans toute cette convergence de connaissances ultra-industrielles qui avance assez masquée. Ça, c'est un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est que visiblement, à l'époque, dans les années 90, Monsanto, Bayer, ou je sais pas quel, tous les Syngenta, ou je sais pas quels ils étaient plutôt fiers de leur... Ils faisaient beaucoup de communication, on en parlait, et en fait, en quelque sorte, pour eux, c'était peut-être une erreur, parce que finalement, il y avait un rebond, il y avait une réaction de beaucoup de citoyens, citoyennes, qui disaient « ça va pas, non ?» et en fait, ça a beaucoup bloqué, en tout cas en Europe, l'avance de cette technologie. Et maintenant, ce qu'on a, avec Helen Torchman, on a évoqué dans cette émission sur cette fameuse convergence de toutes ces différentes technologies ensemble, c'est effrayant comme histoire, mais il publie rien du tout de tout ça. C'est très difficile à même trouver des informations là-dessus, mais c'est complètement réel, quoi. Donc ça fait partie quelque part de cette réalité beaucoup plus vaste, très industrielle, très dominer la nature, même maintenant dominer même l'humanité, de vouloir peut-être même le transformer, etc. Oui, effectivement, c'est Len Torchman qui est la personne la plus à même de parler de ça, parce que c'est son dada. Il y a eu donc toute une émission là-dessus. Mais le point commun à toutes ces notions, donc c'est ce qu'elle appelle le NBIC, c'est cette appropriation que l'industrie a pu mettre en place grâce
à un certain nombre d'outils. On peut parler des brevets, mais aussi une économie qui a fait ses preuves maintenant depuis 30 à 40 ans grâce aux brevets, mais grâce aussi à la constitution de bases des données. On parle de nanotechnologie, c'est la miniaturisation du vivant. Donc c'est des choses qui se font à une échelle aussi, je pense, qui s'éloignent de plus en plus de ce que on est nous en tant qu'être humain, en tant que nature. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le sens. Et ce terme d'artificialisation du vivant, c'est quelque chose qui revient très souvent dans nos discours à nous, hein, évidemment pas dans le discours de l'industrie, parce que l'industrie a même tendance, surtout aujourd'hui avec la question des NTG, donc ces nouveaux OGM, de dire finalement ce qu'on fait c'est assez proche de la nature, donc on a beau prendre une casquette industrielle, on fait quelque chose qui va être tout à fait acceptable d'un point de vue du vivant. Là, les NTG, c'est ce qui est nouvelle technique génomique, ce qui nous peint un peu au nez et qui nous touche directement, vu que ça touche l'alimentation. Donc, mais l'avènement du brevet, en tout cas dans les années 80, parce que c'est à partir en gros des années 80 qu'on a pu protéger le vivant. Alors certains disent que le vivant ne se protège pas, c'est pas possible. Nous, on a un administrateur qui nous le rappellera régulièrement, qui fait des conférences devant des gens qui sont plutôt méfiants vis-à-vis de l'industrie, mais qui disent mais de toute façon il n'y a pas de souci, le vivant ne se protège pas. Donc on ne va pas en parler là, mais c'est complètement faux. Le vivant est protégé depuis des années 80 aux États-Unis, parce que c'est là c'est la Cour suprême américaine qui a dit on peut protéger le vivant, on peut protéger une bactérie. C'est un drôle de mot protéger, parce qu'au fond c'est obtenir une maîtrise ou une possession par ouais, c'est le terme technique juridique en fait. Oui. Un brevet, c'est vrai que c'est un droit d'interdire les tiers de copier ce qu'on fait. Hein. Ça confère un monopole. Hein. On se prend une part d'une technologie, d'un marché, mais c'est surtout un droit d'interdire. Effectivement, ce terme protégé, on dit qu'il n'est peut-être pas adéquat parce que ça protège l'intérêt du titulaire du brevet. Et empêcher tous les autres oui, c'est un monopole, c'est un droit d'interdire. Dans le droit, c'est vraiment ça, c'est défini comme ça. C'est un droit d'interdire les tiers de copier ce qu'on fait. Et donc ce brevet, ce système de brevet, il a été assez fantastique pour l'industrie, parce que cette industrie qui a décidé de protéger donc le vivant, les bactéries, les NTG, mais aussi les nanotechnologies, et toute cette appropriation du vivant qui s'est développée depuis 30-40 ans, ça a été surpuissant. Pourquoi ? Parce que l'industrie, à l'époque, déjà protégeait la chimie, la pharmacie. Donc elle savait très bien comment utiliser les brevets. Elle avait des budgets pour ça. Elle avait des experts pour ça. Et elle a vu vraiment une opportunité. C'est ce que racontait Eric à l'instant. Il y a une espèce de basculement. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire au niveau du végétal. On peut aussi s'approprier les choses au niveau du végétal. Il y avait déjà le catalogue des semences à l'époque, évidemment, mais ça ne conférait pas une protection assez puissante aux yeux des industriels, de maîtrise de la vie, de cette vie végétale. Et donc ils se sont dit, en fait, on va protéger des séquences génétiques végétales aussi. Et c'est là que des structures comme donc, Monsanto au départ, mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis, se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire ça facilement ? Et un exemple emblématique, c'est ce fameux maïs Monsanto 810, issu de la transgénèse, qui a permis à un gène de bactérie, donc Bacillium thuringiensis, de conférer une résistance à un herbicide à un maïs. Et ça, évidemment, c'était protégé par brevet, parce que quel outil plus génial que le brevet pour protéger quelque chose qui se décrit de manière assez simple, quoi. En tout cas qui était nouveau, parce que c'est le critère de brevetabilité, parce qu'on n'avait jamais mis de l'animal dans le végétal, et qui était donc facile à faire, parce que l'industrie savait très bien comment rédiger des brevets, les obtenir et les défendre. Et là, c'était le début de cette historique, de cette stratégie de constitution de portefeuille industriel immense dans le végétal. Et là, aujourd'hui, on a des centaines de milliers de brevets qui couvrent aussi bien les techniques de modification végétale et animale que les semences en tant que telles. Mais il y a un débat en Europe, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui sur ce sujet, mais on aura du nouveau très bien à la rentrée sur ce sujet des brevets au niveau de l'Union européenne. Ouais. Mais avant de faire une petite pause, quand même, une petite question, c'est quoi une séquence ? Vous utilisez très facilement ce mot, mais je pense que ce n'est pas si simple pour nous qui écoutons.
une séquence végétale, une séquence je sais pas quoi, c'est quoi? On parle beaucoup d'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est un nom chimique. Mais en fait, une séquence, le génome du vivant, des humains, des végétaux, des animaux et des végétaux, pardon, est constitué d'une série de lettres ATCG. Et chaque lettre, c'est une molécule, c'est un monomère qui constitue un polymère qui est l'ADN. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant comme explication pour les auditeurs, et l'ADN, c'est ça, c'est une séquence qui peut être traduite par une ingénierie cellulaire pour fabriquer des protéines. Et donc, quand on introduit un gène de bactérie dans du maïs, on introduit un bout de séquence qui va permettre à ce végétal de fabriquer une protéine animale, du coup, enfin de micro-organisme, qui va conférer à la plante une résistance à un herbicide. Donc une séquence, c'est une... je ne sais pas comment tu l'expliquerais, toi, Eric. Je crois que chaque fois, je l'explique de manière différente. Je trouve ça rigolo parce que dans ces domaines-là, et on le sait, hein, nous, au sein d'Infogem, on parlait de sémantique tout à l'heure, on a souvent des débats, parfois des engueulades, mais qui se terminent toujours bien sur comment on définit les choses. Et Denis a raison dans ce qu'il explique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une séquence génétique. N'importe qui, en fac, en terminale, moi, mon gamin qui était en seconde cette année, voilà, il apprenait, on parle de séquence génétique parce que l'ADN, c'est soi-disant la molécule de la vie qui est organisée avec des lettres ATCG. Et on dit séquence parce que c'est la séquence dans laquelle ces lettres sont ordonnées qui importe. Mais beaucoup d'autres personnes vont vous dire, mais en fait, la molécule d'ADN existe. Mais dans les cellules, il y a des milliers d'autres molécules, protéines, lipides, glucides. On a donné à l'ADN un rôle central parce que, en laboratoire, on a voulu définir ça. C'est la première chose qu'on a compris quand on allait du plus grand au plus petit. On a fini sur l'ADN. Donc aujourd'hui, c'est une molécule centrale, mais qui évolue quand même dans une cellule, elle-même un organisme, dans un environnement, dans un système ultra complexe. Donc la séquence génétique devient la cible des multinationales, pour ce que Denis expliquait, avec tout le droit des brevets qui est permis et tout. Mais le problème, c'est qu'elle a un rôle central, alors même que finalement, on n'en sait trop rien. La recherche avance toujours. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études de bio, il y a une vingtaine d'années maintenant, 25, on apprenait à la fac que le génome, l'ADN, était composé à 90% de ce qu'on appelait l'ADN poubelle. Parce que les recherches n'avaient aucune idée de savoir à quoi 90% de l'ADN qui est dans chacune de nos cellules sert. Finalement, ce 90% s'est réduit depuis. Mais je fais souvent un parallèle, faut garder en tête, moi c'est en tout cas très personnellement comme ça, comme je me le représente, pour ce qu'on définit comme étant le rôle de l'ADN aujourd'hui, c'est un peu comme cette fameuse théorie de la gravité que Newton avait formulée, qui a toujours marché. Ils ne savent pas comment, ça a toujours marché, on faisait les calculs, ça marchait, personne ne savait pourquoi ni comment, mais ça marchait. Et puis un jour, là, au début 20e siècle, la physique quantique est arrivée en disant « Ah ouais, non, mais en fait, ça marche, mais c'est faux ». Ce qui est quand même assez effarant, et moi je ne serais pas du tout étonné qu'un jour, les écologues par exemple le disent. Oui, l'ADN est une molécule importante, la séquence génétique c'est important, mais c'est pas aussi central qu'on a voulu le croire. Il y en a qui disent oui, les lettres sont importantes, mais l'état chimique des lettres est important aussi. Donc on parle de génome, d'épigénome, de génétique, d'épigénome. On est quand même dans des domaines qui évoluent. Donc comment on définit une séquence génétique? J'ai envie de dire, la réponse est si vous voulez la définir d'un point de vue législatif pour les multinationales, génétique pour les chercheurs ou éthique pour les paysans ou les citoyens qui questionnent les choses, vous n'aurez pas les mêmes définitions. Ok, on commence à comprendre que c'est drôlement compliqué tout ça. Et on va faire une petite pause pour reposer les esprits et on reprend bientôt.
reprenons notre émission donc dans la série Raconte-moi autrement les OGM avec 2 membres de l'équipe InfoGM sur place, ici sur le Collins Enzine, dans le studio. On peut dire que c'est un sorte de récapitulatif de un peu toutes les émissions qu'on a fait et puis revenir qu'est-ce que c'est les OGM, etc. Donc peut-être reprenons l'histoire un peu au début. On a dit que c'était dans les années 90 qu'on a découvert ce phénomène qui était possible pour les industriels. Mais finalement, c'était pas non plus si simple pour eux, non, parce qu'il y a, à ma connaissance, pas du tout toutes les cultures agricoles, par exemple, qui sont adaptées ou où ça marche. Il y a seulement le maïs, le coton, je crois, enfin quelques cultures qui sont certes importantes, mais il y a plein d'autres où peut-être ils auraient bien aimé faire, mais ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a eu cette réaction citoyenne très forte qui a bloqué en quelque sorte parce qu'il y avait toutes les questions de transparence, des législations au niveau européen qui ne plaisaient certainement pas du tout aux industriels, mais qui ont réduit leur capacité à imposer ces nouvelles techniques, non ? Sur l'historique OGM en tant que tel, effectivement, c'est milieu des années 90 aux États-Unis, notamment une tomate dont la légende dit qu'elle a été très peu commercialisée parce qu'elle avait un goût dégueulasse, qui plaisait pas aux consommateurs. Après, comment les choses se passent ? C'est vrai qu'en Europe, dans les années 90, il faut aussi reconnaître que les semenciers européens n'étaient pas sur la maîtrise de cette technique de transgénèse que les semenciers nord-américains pouvaient avoir. Il y a eu quand même un gros débat qui a été obligé de passer par des actions. Encore une fois, ce qu'on disait au début, par la Confédération paysanne, par Greenpeace, par des articles médiatiques pour attirer l'attention. Au final, l'Union européenne, les citoyens, ça s'est traduit, tu utilises le terme de bloquer, il n'y a eu aucune volonté de bloquer la commercialisation des OGM. C'est plus le comportement des multinationales derrière qui est cette illustration. L'Union européenne, et c'est la législation qui est encore en vigueur aujourd'hui, ne demandait pas le bout du monde. Elle disait, écoutez, c'est des nouveaux produits, s'ils peuvent se retrouver dans notre environnement, dans nos assiettes, dans les auges de nos animaux, vu que vous nous dites maîtriser ce que vous faites en laboratoire, mais que si on creuse un peu, vous ne maîtrisez pas tant que ça. À titre personnel, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucune maîtrise, quoi qu'on en pense, mais bon. L'Union européenne a dit, nous, on vous demande juste, il vous faudra une autorisation de commercialisation, avec des évaluations de risque pour la santé, pour l'environnement, qui sont sur base d'analyses qui sont conduites par les multinationales elles-mêmes, qui sont évaluées par des comités d'experts qui ne représentent pas forcément la connaissance ou la culture scientifique générale, qui est quand même un monde très divers, et puis de dire, une fois que vous aurez les autorisations, il faudra qu'on soit capable de surveiller l'environnement. On vous demande de mettre des étiquettes dans les produits qui contiennent ces OGM ou qui contiennent des produits produits à partir de ces OGM pour que le citoyen soit informé, pour que les transformateurs au sein d'une filière soient informés avec ceux avec quoi ils travaillent. Et comme il y a cet étiquetage, en fait, c'est comme pour n'importe quel autre produit. Si un jour il y a un problème, il faut qu'on soit en mesure de retrouver votre produit et le retirer du marché. Donc il faut que vous nous donniez une méthode de détection et d'identification de votre produit. C'est tout. Début des années 90 au début, et puis de manière beaucoup plus connue début des années 2000, voilà ce que l'Union européenne met en place. Face à ça, les multinationales ont essayé d'avoir des cultures d'OGM en Europe. Là, c'est vrai qu'elles ont fait face à un mouvement, que ce soit au sein d'essais en champ ou de culture commerciale, de citoyens qui n'en voulaient pas, du fait de tous les dangers que ça représentait, les questions qui n'étaient pas répondues, de dangers sur l'environnement, de dangers pour la santé, les problématiques de mainmise sur le vivant qui existaient déjà. Donc les cultures, ça a été très compliqué qu'elles aient lieu. Il y a eu des tentatives, mais elles n'ont pas eu lieu. Mais par exemple, pour l'alimentation humaine, il n'y a pas eu beaucoup d'actions parce que c'est les entreprises elles-mêmes, les transformateurs en Europe, qui n'ont pas voulu travailler avec des OGM. Pour beaucoup, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne le voulaient pas. Il y a des filières qui se sont déclarées sans OGM, qu'elles soient bio ou pas. Et puis il y a d'autres transformateurs qui ne voulaient pas. Et puis il y a des transformateurs qui disaient, alors le truc c'est que si nous on travaille avec des OGM, il va falloir mettre une étiquette. Et vu les retours des consommateurs qu'on a, si on met une étiquette OGM, on sait que le produit on ne le vendra pas. Et même les chaînes de supermarchés. Et les chaînes de supermarchés s'y sont opposées.
pour d'autres raisons, alors pour le coup complexe, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est vrai un distributeur est responsable de toute question sanitaire qui pourrait se poser. Et donc, pour être caricatural, leur position, c'est de dire aux multinationales semencières, bon, bah, c'est super, parce que vous êtes propriétaire du vivant, vous imposez vos produits, mais si vos produits posent problème, c'est nous qui vont devoir en répondre. Donc, au final, il y a eu très peu, c'est un échec commercial dans l'Union européenne, sauf dans le cadre de l'alimentation animale. Je crois que dans l'Union européenne, on doit être à 70-80% de l'alimentation animale qui est à partir d'OGM, tourteaux de soja ou autre, parce que... Mais qui était importé en grande partie. En grande partie, et qui est importé d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui eux n'ont pas de système d'étiquetage ou autre, donc la culture des OGM a pu avoir lieu. Pour ceux qui se posent la question de savoir si au niveau agronomique ou de l'agriculture, les OGM sont une réussite, les OGM, c'est jamais que 4 plantes, soja, maïs, colza, coton, pour 2 caractéristiques, tolérance à des herbicides ou résistance à des insectes, donc quand même des facteurs qui n'intéressent absolument pas les consommateurs finaux. Et j'ai envie de dire, ça répond un peu au modèle industriel habituel. Si vous prenez l'exemple de Tefal, on peut dire que ça n'a rien à voir. Tefal, leur poil, bon, à part les questions de santé qui sortent aujourd'hui sur le téflon, avec le PFAS, mais tout le monde sait que le modèle économique de Tefal n'était pas le bon parce que leur poil était trop solide. Et donc, en termes de modèle industriel, je parle, Tefal a fait face à cette difficulté. Aujourd'hui, les multinationales semencières, elles ne vendent pas des semences qui font que fonctionner ad vitam dans les champs, sinon elles ne gagneraient pas d'argent. Donc vendre l'échec d'une culture commerciale, ça fait partie des choses. Donc sur la résistance aux insectes, il y a des cas de plus en plus nombreux d'insectes qui ont développé des résistances, donc il faut aller chercher d'autres insecticides, compléter en plus de ceux qui sont mis sur le champ. Et dans la cadre de résistance aux herbicides, cette résistance aux herbicides avec le pollen ou autre, elle voyage, donc il y a des cas de plantes qui sont souvent qualifiées de mauvaises herbes dans l'agriculture industrielle, parce que l'agriculture industrielle aime bien quand tout est propre, il n'y a rien, contrairement à l'agriculture paysanne qui, elle, va plutôt se réjouir de la biodiversité. Donc, ce qu'ils appellent les adventices, mauvaises herbes, acquièrent de la résistance, donc il faut utiliser plus d'herbicides ou autre. C'est pas un hasard, la commercialisation des OGM qui ont une tolérance aux herbicides en Amérique du Nord n'a jamais été couplée avec une diminution des quantités d'herbicides vendus. Les quantités d'herbicides vendus ont continué de croître. Et il y a une certaine logique, c'est le modèle commercial. Donc, ce serait compliqué de dire, comme les multinationales peuvent le dire, les OGM sont un succès commercial. C'est un succès agricole, pas du tout. On n'a pas encore eu le temps de traiter l'information à InfoGM, mais en début de semaine ou semaine dernière, on a vu en Inde, Pakistan, ça y est, c'est officiel, le gouvernement acte l'échec catastrophique du coton BT, du fait des résistances ou autres. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle durable, si je peux prendre ce terme pour les pratiques industrielles, mais quelque part c'est pas illogique parce qu'un modèle durable n'est pas garant de rentrée financière régulière et croissante pour des multinationales. Pour comprendre un peu ce phénomène OGM au niveau mondial, ok, l'Europe, ça n'a pas trop percé, en quelque sorte. Mais au niveau mondial, par exemple dans des pays en Afrique ou en Amérique latine ou ailleurs, au niveau mondial, quel impact, quelle part du marché, on pourrait dire, je sais pas quoi. Parce que moi j'entends parler aussi de personnes très riches, Bill Gates et compagnie, où ils sont des très très puissants, mais qui poussent, qui encouragent l'utilisation des OGM, par exemple en Afrique. Donc, est-ce que vous avez un peu une vision sur, par exemple, le coton au niveau mondial? Est-ce qu'en Inde, c'est un pays énorme, donc quel pourcentage du coton au niveau mondial, finalement, a été avec OGM? Alors moi, j'ai pas ces chiffres-là en tête. C'est pas nous les spécialistes InfoGM. En fait, moi je retiens un chiffre qui n'est pas la réponse à ta question, mais qui y répond quand même. Je garde en tête, moi on m'a toujours dit, alors ça pourrait être confirmé s'il y en a qui sont sur les semences paysannes, je crois qu'encore aujourd'hui, près de 75% de l'alimentation est issue d'une agriculture paysanne, vivrière, avec les semences paysannes. Ouais. Et ça, cette part-là, les OGM ne l'ont pas fait bouger.
Par contre, ce que les OGM ont fait bouger, je reviens parce que InfoGM, c'est vraiment la clé de compréhension. La clé de compréhension, c'est pas tant de savoir est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des bienfaits, est-ce que ça a été adopté. Oui, ça a été développé dans les champs en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique du Sud, Japon pour certaines cultures, Inde, Pakistan. Pour des cultures qui sont surtout en monoculture, encore une fois, on parle de soja, on parle de maïs, de colza, de coton. Très grande surface, quoi. Oui, mais au final, près de 75% de l'alimentation est produite par cette agriculture paysanne. Mais les OGM, eux, par contre, ils ont fourni, et on va en parler, je crois, avec les dernières évolutions, parce que ça devient caricatural, et c'est la convergence dont tu parlais, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ce qui est artificialisation du vivant. Les OGM, si les multinationales obtiennent ce qu'elles demandent à l'Union européenne de lui donner aujourd'hui, elles gagnent l'outil technique couplé à l'outil juridique pour devenir propriétaire du vivant. Et là, la donne sera complètement différente parce que potentiellement, les variétés industrielles, mais même les variétés de ferme, les variétés paysannes, seront concernées par cette propriété. Et on voit des multinationales qui commencent à aller un peu chercher des noises à des petits semenciers en leur disant peut-être que vous travaillez avec ces semences depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais nous on a les brevets qui nous font dire que vous nous devez des royalties. Donc c'est pas anodin. Et pour InfoGM, avec l'artificialisation du vivant et l'appropriation du vivant, c'est vraiment ces deux aspects-là qui ont été changés par le dossier des OGM. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une extension massive du domaine des brevets, ou alors c'est quelque chose encore d'autre? Quand tu parles d'être propriétaire du vivant, c'est quand même toujours à travers des brevets, ou pas? Oui, c'est l'outil le plus pratique, le plus simple pour poursuivre un contrefacteur. Le problème sur ces questions, les questions dont on parle et qu'a évoqué Eric, c'est que le jour où un titulaire d'un brevet voudra poursuivre, on va pas dire un petit paysan, on va dire un petit semencier moyen, ça va être au semencier moyen de sans doute devoir démontrer, très vraisemblablement de devoir démontrer qu'il n'est pas couvert, qu'il n'est pas contrefacteur de ce brevet, au point que une des demandes express qui est faite, c'est la Confédération paysanne qui a réussi à convaincre les députés du Parlement d'inclure dans la proposition de la Commission sur le nouveau NGT, d'inclure le fait qu'il faut que lorsqu'un brevet est déposé, qu'il soit associé, ou quand une semence est mise sur le marché, qu'elle soit associée, qu'on publie la technique, en fait je le dis très mal, mais qu'il faut publier la technique qui permet de détecter la modification de type NTG, qui est beaucoup plus difficile à détecter. Il faut rappeler à chaque fois NTG, oui, parce que c'est un peu le... Les NTG, en gros, c'est ce qu'on appelle les nouveaux OGM. C'est la modification que fait la transgénèse, c'est une modification qui est très claire d'un point de vue de la séquence dont on parlait avant. On rajoute quelque chose de très différent dans un génome qui n'a pas grand-chose à voir. Les NTG, eux, disent on ne rajoute rien, ce qui est faux, parce qu'en amont de la création des NTG, il y a justement ces étapes de transgénèse qui sont ultra violentes pour les cellules. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais l'industrie dit, mais en fait, on fait comme la nature, parce que, in fine, on peut se retrouver avec une séquence qui change très peu par rapport à la séquence naturelle, c'est-à-dire une de ces lettres ATCG dont on parlait avant, alors que la transgénèse, c'est des centaines, voire des milliers de lettres. Donc ils disent en fait on ne change pas trop ce que fait la nature. C'est une sorte d'accélération. Oui, ils disent aussi qu'ils font je ne sais pas combien de fois plus vite ce que la nature fait. Enfin bon, c'est encore un autre débat compliqué, mais c'est aussi une histoire de sémantique. C'est tromper la personne qui ne connaît pas ces sujets en lui disant qu'ils font comme la nature, parce que l'Europe ne regarde que le produit, en termes législatifs, ne va regarder que le produit, c'est-à-dire cette séquence finale, alors que le procédé, c'est un procédé qui est un procédé de transgénèse aussi la plupart du temps. Ce que je voulais juste dire, c'est que il faut que les industriels disent voilà comment on peut détecter les NTG, parce qu'il faut les rendre traçables aussi. Et donc demander à un petit obtenteur de montrer qu'il n'a pas obtenu ses semences par un procédé breveté, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ce que le droit appelle
le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est pas à la personne qui a les droits de prouver que ses droits sont enfreints, ça c'est un principe très général, mais c'est la personne qui peut être la cible de ce droit de démontrer que finalement elle n'est pas fautive, quoi. Et donc c'est pas du tout le rôle d'un paysan, d'un obtenteur, d'un petit agriculteur, et puis il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, c'est vraiment un univers qui est très loin du sien. Et il y a cette menace d'insécurité juridique permanente en fait, même sur des boîtes qui pourraient. Alors nous on a interviewé un Hollandais d'une boîte qui s'appelle Doublester, qui développe des centaines de variétés. C'est une société importante et ce monsieur nous expliquait qu'il passe beaucoup de temps, je ne sais plus en nombre d'heures par semaine, mais il l'a quantifié, à faire en sorte que les projets qu'il lance ne soient pas menacés par des droits de propriété intellectuelle. C'est vraiment c'est devenu un problème de fond pour eux. Et l'Europe aujourd'hui, donc, qui est dans le cas de ce trilogue, qui est en train de dire, trilogue, c'est ce trilogue du coup, qui a lieu entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen qui représente les pays, pour arriver à trouver un texte commun sur ce sujet des nouvelles techniques génomiques. Ce texte proposé ab initio par la Commission, qui est un texte pro-industriel, il y a 2 ans. Le Parlement avait complètement sorti de son agenda la question des brevets, sauf que c'est la société civile qui a imposé au Parlement de rentrer ce sujet des brevets dans les discussions, et ça crée un certain nombre de blocages. Le Parlement a sorti un texte qu'il a donné au Conseil, et au niveau du Conseil, il y a eu un deuxième blocage, beaucoup pour ce sujet des brevets, parce qu'il y a des pays qui sont plutôt pro-brevets, des pays qui sont plutôt anti-brevets, et puis ceux qui se cherchent au milieu. Et donc aujourd'hui, on en est là. Il y a eu des réunions fin juin qui ont été annulées parce qu'il y a toujours des blocages. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur cette histoire des brevets. Ça reprend en septembre. Donc moi, je donnerai aucun avis là-dessus. Ce serait très présomptueux, mais le brevet, c'est très clairement un sujet central parce qu'il y a des conséquences directes sur les gens qui travaillent autour des semences et du végétal et qui ne sont pas des industriels, qui sont loin de ces problématiques-là. Voilà. Je propose qu'on fasse encore une petite pause et en fait je vois que le temps avance rapidement, c'est impressionnant. On fait une petite conclusion après. Voilà, on approche malheureusement petit à petit la fin de cette émission parce qu'on pourrait parler des heures et des heures visiblement. Donc émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM avec Éric Meunier et Denis Meshaka de l'équipe d'InfoJM. Alors Éric, tu voulais préciser quelque chose, je crois. Je voulais juste essayer de donner à comprendre comment ça se passe pour les multinationales et leur stratégie, et c'est vraiment pas compliqué à comprendre. En fait, les multinationales, elles ont une boîte à outils. Il y a plein de techniques dedans. Dans les années 90, 2000, elles utilisaient la transgénèse. Comme Denis l'expliquait tout à l'heure, la transgénèse leur a donné accès à un droit de brevet. Elles ont des brevets sur leur transgène, donc elles pouvaient suivre. Le problème pour elles, dans l'Union européenne, qui on le rappelle est quand même le plus grand marché d'importation au monde, si elles veulent commercialiser leurs OGM, il faut qu'elles l'étiquettent. Il faut qu'elles mettent une étiquette OGM et il faut qu'elles fournissent les méthodes qui permettent de détecter et tracer. Donc d'un point de vue d'un propriétaire de brevet, si vous réclamez un droit de brevet sur des plantes qui ne sont pas les vôtres, en fait ce droit de brevet est facilement vérifiable. Avec la méthode de détection et d'identification que vous avez fournie, on va faire des analyses. Il y a le transgène, il ne devrait pas être là, vous avez raison. Il n'y a pas le transgène, il n'y a pas le transgène, vous avez tort. Avec cette boîte à outils de nouvelles techniques, les multinationales, depuis une dizaine d'années, se sont évertuées à essayer de convaincre la Commission européenne et les différents politiques que cette fois, elles pouvaient faire d'autres modifications génétiques sans insertion de transgène, ce qui est faux, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là.
Et comme le disait Denis, en s'intéressant que au produit final, elle pouvait introduire dans une plante, dans un micro-organisme, dans un animal, des modifications qui peuvent apparaître spontanément dans la nature. Et donc elles disent, nous, on ne veut pas que ce soit considéré comme des OGM. Parce que les multinationales, elles ne veulent plus de l'étiquette, elles ne veulent plus des évaluations des risques, elles ne veulent plus des méthodes de détection et d'identification, parce qu'elles veulent pouvoir avoir toute liberté de réclamer des royalties liées à leurs brevets sur leurs plantes à elles, sur les plantes de leurs concurrents potentiellement, sur des plantes que vous trouvez dans la nature. Et elles ont réussi à convaincre la Commission européenne de ça. Et donc en 2023, la Commission européenne, elle a proposé un nouveau règlement disant, en fait, comme ces plantes, la nature pourrait les faire, il n'y a plus lieu d'évaluer les risques sanitaires environnementaux. Il n'y a plus lieu de demander des autorisations particulières. Il n'y a plus lieu de mettre des étiquettes. Il n'y a plus lieu de demander des techniques de détection, d'identification. Et avec ça, si les multinationales et la Commission européenne obtiennent gain de cause, là, en tant que multinationale, vous avez la planète entière qui devient votre terrain de jeu pour réclamer des droits de brevet. C'est pour ça qu'à InfoGM, on parle d'appropriation du vivant. Et comme Denis le disait, le Parlement européen discute, le Conseil de l'Union européenne discute. Sincèrement, c'est très difficile, Denis avait raison de le dire, de savoir où ça va aller. Mais l'enjeu, il est là. Et on insiste là-dessus, ce que je disais au cours de l'émission, on n'est pas sur un enjeu de est-ce que ça va être bon pour notre santé, est-ce que ça va être mauvais pour l'environnement ou autre. On est sur un enjeu de est-ce que demain, le monde politique va donner aux multinationales les moyens de pouvoir être tout simplement propriétaires des plantes, des micro-organismes ou des animaux. Pour donner un exemple, il y a une multinationale, BASF, parce qu'on s'intéresse toujours au monde terrestre, mais il y a quand même le monde marin, qui est, je sais plus, c'est combien, 75% de la surface de la Terre, bref. BASF, aujourd'hui, je crois, il possède la moitié des brevets qui portent sur des séquences génétiques d'organismes qu'on trouve dans les eaux internationales. C'est plusieurs milliers de brevets. On n'est pas sur un terrain de jeu comme avec les OGM transgéniques, on est vraiment dans le domaine, est-ce que demain la nature dans laquelle on vit, à laquelle on appartient, parce que l'être humain est concerné par les brevets, on se rappelle Myriad Genetics aux États-Unis, voilà, brevets sur les séquences génétiques BRCA1 ou 2 qui sont impliqués dans le cancer du sein et qui réclamaient des royalties à tout laboratoire qui faisait des recherches pour trouver des traitements du cancer du sein. Donc c'est ça qui se joue et c'est ça que les multinationales essayent de négocier, c'est de passer complètement inaperçu. Et pour ça, elles ont convaincu la Commission européenne, elles ont changé tout le vocabulaire, comme on est à la fin de l'émission, on va pas aller là-dedans. Elles ne parlent plus d'OGM, elles parlent d'NTG. Mais pour les auditeurs, il faut qu'ils gardent en tête une chose simple. NTG et pas NTG, c'est des organismes génétiquement modifiés. Oui, j'ai entendu qu'il y a des discussions entre vous, comment définir. Je crois que c'est toi qui proposes des OGM obtenus par des nouvelles techniques. Quelque chose comme ça. Ouais, j'ai lâché le morceau. T'as lâché le morceau. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord. L'exercice est compliqué de s'y retrouver, mais... Voilà. Je pense que ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on rappelle, en tout cas dans les mois à venir, nous allons maintenir, continuer notre partenariat pour faire une émission mensuelle. Et donc on va sans doute pas mal évoquer l'avancée de ce fameux trilogue. Et voilà, entre ces trois institutions européennes. Et ça, on a déjà compris, ça dépend quand même pas mal quel pays préside. Je crois que c'est Danemark maintenant, non ? Oui. Ouais. Et le Danemark, c'est plutôt assez pro-OGM. Hein ? Très. Avec une grande entreprise dont on a donné le nom, mais je ne rappelle plus. Sur les micro-organismes, alors oui, elle a changé de nom, Novonesis. Ils aiment bien changer de nom pour Novonesis. Je crois que c'est Novonesis maintenant. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est plutôt négatif que ce soit le Danemark. Ouais. Mais donc, on va suivre ça. Mais une grande nouveauté, il faut quand même dire, je ne sais pas si c'est l'idée de faire des émissions avec nous qui a donné cette idée, mais en tout cas, vous, en tout cas, équipe, vous avez démarré la production de podcasts. Ouais, il y a une dizaine de podcasts qui est prévu. Il y en a 3 qui sont complètement finalisés et les autres qui vont être bouclés dans les 3-4 mois qui viennent. Le premier podcast sera diffusé en octobre sur Zinzine et il concernera le sujet du mammouth laineux
Et non, surprenant. Ne vous attendez pas, la résurrection, la désextinction du mammouth laineux. Mais il y a plein de choses derrière qu'on raconte en fait, parce que ça c'est juste c'est un teaser pour une histoire assez folle et qui est complètement en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment l'industrie tire les ficelles, y compris financières, pour soutenir ces projets qui n'ont pas grand-chose à voir avec le mammouth laineux. Et qui mentent, parce que finalement ce mammouth laineux n'est pas du tout un mammouth. Non, c'est un éléphant dans lequel ils ont inséré quelques séquences génétiques de mammouth. Voilà. Un peu comme si dans un maïs, on insérait quelques séquences de bactéries et qu'on parlait de ce maïs en disant c'est une bactérie. Non, pas du tout. La communication, c'est pas mal de dire que c'est un mammouth. C'est la clé. Bon, donc en fait, on va surtout dans cette série d'émissions, on va pas, en tout cas régulièrement écouter ces podcasts. Et de temps en temps, on va faire quand même des points d'actualité parce que c'est important. Voilà, sur ce qui se passe au niveau de Bruxelles, mais peut-être aussi ailleurs. Voilà, ça va être un peu ça, le prochain temps. Ouais. En tout cas, super que vous avez pu monter dans notre studio ici. J'espère qu'on va vous inviter, les uns et les autres, l'équipe, de venir de temps en temps dans la région, parce que c'est bien plus sympa que par téléphone. Et puis c'est plus sympa que Paris. Moi qui suis parisien, c'est vrai qu'il y a un côté plus agréable. Ah ben quand tu veux, Eric. Merci beaucoup, Denis Machaka et Eric Meunier. Et merci à Martina, la technique. Ouais. Et à la prochaine. À la prochaine. C'était la 22e émission dans la série Raconte-moi autrement les OJM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoJM. Aujourd'hui, c'était InfoJM en direct du studio de Radio Zinzine. Je rappelle, c'était avec Eric Meunier et Denis Mechaka, tous deux faisant partie de l'équipe d'InfoJM. Les musiques qui accompagnent cette émission et toutes les autres émissions dans cette série sont de Chapelier Fou. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur les sites de Radio Zinzine, www.radiozinzine.org, ou alors sur le site d'InfoJM qui est www.infogm.org.